non. Et notre cause au Bloc républicain sera assurément celle de donner un contenu à la triade fraternité, justice, travail, composant la devise de notre pays et qui semble avoir perdu toute signification dans le cœur de nos compatriotes. Bien que ce courant de pensée ait varié dans le temps et dans l'espace, ici au Bénin, nous ambitionnons de nous conformer à sa conception originelle. C'est vous dire que le Bloc républicain sera assurément un parti libéral, mais gouverné par les valeurs de solidarité nationale et du respect de la démocratie. Le Bloc républicain pense se donner les moyens pour donner corps à son idéologie, car pour lui, c'est le seul moyen de promouvoir les énergies et les talents des Béninois. Nous, au Bloc républicain, croyons en la vertu d'une économie compétitive, fondée sur la libre initiative, la libre entreprise et le génie créateur des filles et des fils du Bénin. Nous nous engageons à mener un combat pour le respect des principes de liberté, de démocratie et de triomphe de la justice sociale, de l'équité, de la vérité, ainsi que le développement fondé sur nos valeurs culturelles et traditionnelles. La création ce jour du Bloc républicain est la résultante de plusieurs concessions entre acteurs politiques d'horizons divers décidés à partager les mêmes valeurs idéologiques en vue de la construction d'un Bénin prospère. Le Bloc républicain est un creuset inclusif, ouvert à toutes les sensibilités politiques partageant la même vision. Enfin, le Bloc républicain réaffirme solennellement son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Patrice Talon. Tous réunis pour les travaux du Congrès, les chefs et représentants des 80 partis et 100 mouvements politiques exitent les querelles intestines et capent sur les prochaines échéances électorales. Politique également à Grand Popo, le ministre Aurélien Agbenossi et son collègue Didier José Tonato étaient eux aux côtés des populations de la localité. Principal objectif, leur annoncer les grandes conclusions issues du bloc progressiste tenu le 1er décembre dernier. C'est sous des ovations nourries que Aurélien Agbenossi, accompagné de son collègue et frère Didier José Tonato, est accueilli ici sur le terrain de sport de la Maison des Jeunes de Grand Popo. Elles ont massivement fait le déplacement. Les populations d'Atiémé, de Komé et de Grand Popo poursuivent le compte rendu des actes du congrès du parti Union progressiste tenu le 1er décembre dernier à Cotonou. Tout membre du parti élu à un poste de représentation, député, conseiller, etc., ne peut excéder 3 mandats. Je vous demande d'applaudir cette innovation-là. La structuration du parti se présente comme suit. Les cellules de base, les sous-sections, les sections, la fédération et les instances centrales. La liste est longue et les autres précisions feront l'objet des séances de formation dans les instances. La poursuite de la gratuité de la césarienne, l'augmentation du budget y alloué, la relance du programme de microcrédit aux femmes et le démarrage des travaux de construction du centre des jeunes et du stade communal de Grand Popo sont autant de raisons qui justifient la forte mobilisation des jeunes et femmes de la localité derrière le président de la République, Patrice Talon. Les chefs de village et de quartier de ville ont aussi saisi l'occasion pour exprimer leur adhésion aux valeurs prônées par l'Union progressiste. Nous, les chefs de village et quartier de ville de la commune de Grand Popo, exprimons ce jour, le samedi 8 décembre 2018, notre adhésion totale et sans réserve aux idéaux du parti Union progressiste du Bénin. Les ministres Aurélien Agbenossi et Didier José Tonato, initiateurs de la rencontre, invitent tous les popos à soutenir les actions du chef de l'État. Union progressiste. Union progressiste. Je voudrais souhaiter que nous puissions rester mobilisés sur les objectifs de développement, mobilisés sur la reconstruction de ce pays, mobilisés autour du président Talon, qui nous a beaucoup apporté, pour lui montrer que nous sommes des gens reconnaissants et que nous sommes capables de continuer ce combat du redressement du pays avec lui. Les changements qui sont en cours dans notre pays, pour redessiner la carte politique, les changements qui sont en cours dans notre pays, pour faire du Bénin un pays à l'avant-garde
Le premier problème, vous en avez parlé, qui nous concerne à Grand Popo, c'est l'érosion côtière. En 2017, nous avons lancé les travaux de protection côtière à Cotonou, à Kwakwa-Dodoma. Avant-hier, nous étions à Vlekete, à la plage de Ouida, pour lancer les travaux de protection côtière. Le président Talon me charge de vous dire qu'en 2019, c'est le tour de Grand Popo. Avant, la route des pêches était censée s'arrêter à la porte du non-retour, à Ouida. Cette route, par la volonté du président de la République, sera prolongée jusqu'à la Bouche du Roi. Patriotisme, travail, solidarité. C'est la devise de l'Union progressiste. Les militants et sympathisants de Grand Popo en font leur credo. Ils promettent d'œuvrer inlassablement pour l'enracinement du baobab politique qu'est l'Union, avec la garantie de 2 sièges à l'installation de la prochaine législature. Nous sommes aujourd'hui 10 décembre. La communauté internationale commémore le 70e anniversaire de la Journée universelle des droits de l'homme. Au Bénin, cette célébration est couplée avec la Journée des droits et devoirs du citoyen. Hier déjà, le ministre de la Justice a délivré un message à la population dans ce cadre. On écoute Séverin Kenom, il est au micro de Rebecca Kendiaoune. L'Organisation des Nations Unies a choisi comme thème de la célébration la défense des actions des droits de l'homme en vue de plus de respect, de liberté et de compassion. Il s'agit donc d'un rappel au devoir pour les gouvernants et d'un appel civique aux gouvernés. Pour ce faire, notre pays a depuis lors pris la juste mesure des choses en se dotant d'un arsenal juridique favorable à toutes ces initiatives de promotion et de protection des droits de l'homme. En cette occasion solennelle, il me paraît important de rappeler quelques actions fortes déjà initiées et qui concourent de façon significative à asseoir le respect et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Il s'agit notamment de la décision du président de la République de commuer en détention à perpétuité des peines capitales prononcées contre 14 personnes vivant dans le couloir de la mort depuis 1998. Il s'agit également de la création et de l'installation de l'Agence pénitentiaire du Bénin, qui est une administration dédiée à la gestion des prisons et des maisons d'arrêt qui devront être désormais des espaces de vie à visage humain pour les personnes en conflit avec la loi. Je dois également citer la suppression de toute référence à la peine de mort dans le nouveau code pénal. Je voudrais souligner également l'achèvement des études ainsi que le lancement dès le mois de janvier 2019 du projet d'appui au renforcement capital humain, projet ARCH, qui est un projet phare du programme d'action du gouvernement. Cette célébration constituera donc pour nous une exhortation, mais également la manifestation la plus marquante de notre détermination à aller davantage plus loin dans le respect et la promotion des droits de l'homme. Dernier sujet de ce bulletin d'information, retenez que le ministre en charge du cadre de vie est allé constater l'avancement des travaux des chantiers du projet asphaltage. Didier José Tonato était précisément à Abomey-Calavi, Cotonou et Semenkoudji. Reportage. Nous sommes ici à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre en charge du cadre de vie, Didier José Tonato, constate l'évolution des travaux liés au projet asphaltage. C'est le lot 10A. Les chantiers et équipes sont mobilisés. La base vie connaît un rythme normal d'installation. Les bétons de convenance sont fabriqués, le laboratoire construit et les centrales béton en cours d'installation. Après Abomey-Calavi, direction la base vie du lot 1A à Cotonou. Comme à Godomé, l'entreprise chinoise HNRB est chargée des travaux. Nous avons apprécié un peu le niveau d'évolution des plans d'exécution. Et sur ça, il y a déjà un léger retard que nous constatons sur les deux chantiers par rapport à la livraison et à la validation des plans d'exécution. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour que ces retards soient rapidement résorbés. Mais nous appliquerons quand même les clauses du contrat, à savoir que
Et les pénalités sur chaque phase du projet et de façon séquentielle seront appliquées. Il reste effectivement que sur le chantier, les plans détaillés du déplacement des réseaux sont bouclés. En tout cas, on attend les derniers plans de la SBE. Sinon, en ce qui concerne Benin Télécom et la SONEB, c'est bouclé. Il reste également que l'ouverture effective par les décaissements pour lancer la phase de la construction des ouvrages d'assainissement et de drainage va commencer. Ce que moi je souhaiterais surtout préciser, c'est l'adhésion des populations riveraines qui, sur certaines voies elles-mêmes, avec l'appui de la mairie de Cotonou et des mairies concernées, comme Calavi que nous avons visité tout à l'heure, ont commencé elles-mêmes à libérer ces emprises-là. Les entreprises responsables également font le travail de manière régulière auprès des populations. Je puis dire que sur certains lots que nous n'avons pas visités, le lot, tout le quartier des Cocotiers, Révive, c'est le lot 6A. Les travaux démarrent concrètement avec les engins lundi. J'ai moi-même eu les responsables de Sogea Satome qui ont gagné ce lot-là. Sur des villes comme Lokossa, Boycon, Abomey, les travaux ont aussi concrètement démarré. Nous gérons au cas par cas des petites difficultés qui sont inhérentes à ce genre de travaux. Après Cotonou, cap est mis sur Sebenkpodi, rue 14, la rue menant au site de pèlerinage de l'église du christianisme céleste, 1654 mètres linéaires. Les travaux conduits par l'entreprise Ofmas ont beaucoup évolué. Les impressions, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes parce que c'est un lot qui est très avancé, en tout cas sur cette rue-là qui dessert le site pèlerinage que vous connaissez très bien de l'église du christianisme céleste. C'est une entreprise que nous connaissons tous, c'est l'entreprise Ofmas qui est attributaire des lots de Sebenkpodi et de Porto Novo. Nous avons une bonne avancée. Nous avons visité également la base de préfabrication, des pavés et des bordures. En général, la plupart des rues de Sebenkpodi sont déjà libérées d'emprise. Et donc, nous avons juste fait le point qu'il y a quelques retards en matière de finalisation et d'approbation des plans d'exécution. Nous attendons un planning qui nous permette de résorber ces retards-là. Ici, on verra que c'est devenu une réalité en termes de voirie, de drainage, d'éclairage public, de mobilier urbain, d'équipements de sécurité et d'espaces verts. C'est donc le visage des grandes villes du Bénin qui va changer grâce au projet asphaltage. Les déplacements et transports seront aussi plus aisés au grand bonheur des populations. Ainsi se referme ce bulletin d'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter.
Et nous voilà donc de retour juste après le bulletin d'information. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. C'est notre matinale, c'est votre matinale surtout. Merci de rester ensemble avec nous tout à l'heure au forum de discussion. Nous allons parler, on vous le disait à l'entame, de l'évaluation intellectuelle des enseignants. On va retourner la question dans tous les sens et en profiter pour parler surtout de ces réformes profondes engagées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Bien sûr que le directeur de cabinet du ministre a accepté de nous accompagner. Il est d'ailleurs déjà là, on va le retrouver dans un instant. Mais avant, il y aura eu bien sûr la chronique et aujourd'hui, le chroniqueur nous parle du bloc républicain. C'est l'épisode 2, nous dit-il, de la création des blocs présidentiels. Avant tous ces deux grands rendez-vous, voyons tout de suite ce que nous offre à lire les quotidiens en ce lundi 10 décembre 2018. On démarre avec le quotidien de service public, le quotidien La Nation. La Nation qui nous parle de l'aéroport international de Tourou et nous annonce que les premiers vols depuis la plateforme sont imminents. On pourrait donc les y prendre. Pour un libéralisme au service de l'homme, les républicains sont en marche, rapporte aujourd'hui le journal. Audience publique de la Cour constitutionnelle, fortune diverse pour les demandeurs d'inscription sur la LEPI, nous apprend le journal. Matin libre à présent, réforme du système partisan, le bloc républicain naît pour l'unité nationale. Et puis, justement, à la municipalité de Parakou, lancée la foire 2018, draine du monde. Un autre journal. Libération à présent revient aussi sur le bloc républicain. Après l'Union progressiste, c'est Talon qui gagne le pari des grands regroupements politiques, nous dit le journal. Et puis le ministre de la Justice, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits universels, le gouvernement Talon œuvre pour l'enracinement de la culture des droits de l'homme, a dit le ministre de la Justice dans son message. Kini Kini dans ma tanière, évaluation des enseignants du secondaire. Voici les raisons qui fondent l'initiative. Et puis, le vice-président, Joël Alagbé, le vice-président du PRD, au sujet donc de la nouvelle option politique du PRD, il dit ceci, je cite, « Le PRD reste le meilleur allié politique de Patrice Talon ». Et puis, CNHU Hubert Maga de Cotonou et autres centres de santé publique, le journal Kini Kini de ma tanière nous annonce que les stagiaires sont en détresse. Il lance tout simplement le mouvement interne en panne. L'événement précis revient sur la naissance à Parakou de ce qu'il appelle le plus grand parti de la mouvance présidentielle, avec cette gigantesque mobilisation autour du bloc républicain. Vous verrez la liste des 59 membres du bureau politique dans l'événement précis. Et Armand Zinzinouhoué a parlé sur Océan FM. Je ne suis mêlé à rien dans l'affaire ICC Service, se défend-il. L'autre vision, congrès du deuxième bloc de la mouvance présidentielle, le journal estime que c'est la consécration pour Patrice Talon. Plus de 158 partis et mouvements politiques donnent naissance au bloc républicain, précise le journal. Et puis, ouverture du dossier ICC Service, le procureur Ulrich Gilbert Togbonon rassure les déposants. Le potentiel, naissance du bloc républicain dans la cité des Kobourou, c'est en tout 158 formations politiques pour un Bénin gagnant, nous dit le journal. Talon réalise le miracle de l'unité nationale. Le bloc républicain, le cheval gagnant, il aurait peut-être pu rajouter le cheval blanc gagnant. Ouais. Après son extinction partielle sur le territoire béninois, le virus Lassa refait surface dans le Borgou, avertit le potentiel. La presse du jour revient également sur cette réforme du système partisan au Bénin et nous confie que le bloc républicain a été donc
porté sur les fonds baptismaux avec succès à Parakou, c'était ce week-end. Et puis naissance du bloc politique DUD, le nouveau-né de Houdé au profit de Talon. Et puis santé au Bénin, la fièvre hémorragique à virus Lassa refait surface. La priorité à présent, après l'Union progressiste, le bloc républicain avec Talon. Le journal parle aujourd'hui du décès du roi Akbaranzin à Blida en 1906, 112 ans déjà. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à l'ORTB, surtout à 5 sur 7 matin. Nous en venons maintenant à la chronique. Nous sommes bien sûr lundi et comme les autres lundis, le chroniqueur nous parle aujourd'hui de la naissance de ce bloc, le deuxième, pour la mouvance présidentielle, le bloc républicain. C'est donc l'épisode 2 de la création des blocs présidentiels, nous dit-il. Oui, le week-end dernier à Cotonou, il y a eu donc la naissance du bloc. Vous voulez dire? D'abord à Cotonou, l'autre week-end, le week-end surpassé, voilà. À Cotonou, il y a eu la naissance du bloc progressiste, le parti progressiste. Et puis ce week-end, donc le week-end dernier, il y a eu la naissance à Parakou du bloc républicain. Oui, Ozias Sounouvou se propose aujourd'hui de revenir sur la naissance de ce bloc républicain et c'est l'épisode 2 de la création des blocs. Bonjour. Bonjour Ozias. Ricardo, bonjour Serge, bonjour aux téléspectateurs. Effectivement, c'est l'acte 2 de la création des blocs présidentiels en attendant d'autres épisodes d'actes politiques devant nous conduire jusqu'au premier test politique grandeur nature, c'est-à-dire les législatives. Alors, accouché en acte 2 après l'acte 1 de naissance de sa sœur Union progressiste, comme l'a indiqué Ricardo, le cheval cabré a voulu être tenu pour le grand frère sur la scène politique des blocs voulus par leurs géniteurs réformistes, ainsi que le veut la tradition béninoise des fratries Gimler. Le dernier sorti est élu premier, ou se veut premier. Le bloc républicain s'est fait donc annoncer en grande pompe publicitaire et cérémonielle comme le poids lourd du moment. Il serait né avec 150 partis politiques ou mouvements politiques, 5800 membres fondateurs, un bureau conséquent de 59 membres et un triumvirat dirigeant alliant le jeune Jean-Michel Abimbola aux côtés de ses aînés, le général Bian et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Ses prétentions, bien, aussi fougueuses que son emblème, un cheval cabré, cheval, animal mythique des grandes épopées guerrières, compagnon des héros des belles histoires littéraires, en cohérence avec l'emblématique animal des paris et compétitions hippiques, le bloc affiche sans embâche le credo libéral comme ultime option politique, où l'individu est au centre de la création de la richesse et l'État un incitateur, un régulateur. Tel est le socle idéologique du bloc républicain, en tout point fidèle aux valeurs libérales de tous les républicains de la terre. Performance et compétitivité économique. On y retrouve l'ADN du compétiteur né nommé Patrice Talon. Son ministre de l'Énergie fera sur une chaîne concurrente l'explication du texte idéologique le lendemain de la création du bloc. Citation, on ne partage que la richesse qu'on a suffisamment créée. C'est le mantra même des libéraux en opposition de phase idéologique assumée avec le progressisme fondé en priorité sur le partage équitable des richesses en vue d'améliorer la condition humaine. Cela a le mérite d'être clair. On sait où il veut conduire le pays avec son idéologie. C'est tout sauf un simple exercice de style ou de rhétorique politique. C'est une exigence même de la charte des partis politiques qui leur fait obligation en son article 3 de décliner clairement, expressément, objectifs et idéologie. Autour du chef de l'État, donc, naissent tour à tour deux blocs où se sont fédérées des entités politiques traversées de part et d'autre par deux idéologies par essence et de tout temps congénitalement opposées. Au Bénin, nous avons du génie pour produire des miracles. En voilà donc un bien singulier. C'est comme si on voyait aux États-Unis, républicains et démocrates déclarer dans une gaie indifférence leur soutien indéfectible à un Donald Trump avec un égal élan d'amour.
Bon, ne soyons pas si persifleurs, hein. Nos cousins hexagonaux, je veux dire, les descendants de nos ancêtres gaulois, nous ont déjà précédés en paradoxes et compromis improbables. Tenez, autour d'un président se revendiquant ni de gauche ni de droite, ni républicain ni socialiste, de preux militants des deux bords que tout oppose sur le terrain idéologique trouvent quand même matière à cohabitation gouvernementale. Mais nous, on a même fait mieux. Plus que des individus, ce sont deux grands blocs aux multiples chapelles politiques qui affirment collectivement et massivement leur foi en Saint-Patrice. Chapeau bas donc pour son talent au compétiteur né alias Pata, Patrice Talon, qui réussit pata là où personne n'a jamais osé même esquisser la moindre lueur d'espoir de voir au Bénin fusion politique aussi géante se faire aussi vite. La recomposition et la clarification de la classe politique n'a jamais eu d'écho qu'en amphi ou en salle de séminaire. Aujourd'hui, c'est grand public. Les blocs sont créés, incarnés et célébrés en grande messe pour donner corps au grand projet réformiste de Patrice Talon. Et même si le non moins grand PRD a boudé un ralliement par trop castrateur à ses yeux pour sa survie identitaire ou son déclassement électoral, son leader Adrien Roumbédi, vous l'avez compris, applaudit Choco la naissance du bloc républicain dont il avait préparé le berceau avec les 59 autres géniteurs du bureau politique. Mais là s'arrête le hennissement euphorique pour le bloc républicain au cheval cabré. Il lui reste bien de chevaucher hardi sur la route des législatives jalonnées de périls. Il s'agit de potentielles guerres intestines de positionnement. Un, à l'interne, au sein du bureau politique, pléthorique à souhait, au gouvernail du bloc et sur les listes électorales. On comprend donc les ajustements transitoires en perspective sur le nom du bloc, les attributions et compétitions des membres. D'inéluctables frustrations donc en l'air à l'aune des préférences du prince à tel ou tel jeune ou vieux loup, à tel ou tel bloc. Sera-t-il plus républicain Talon que progressiste ou mis à gauche, mis à droite? Difficile d'enfourcher ces deux montures à équidistance affective quand on sait l'ostensible penchant du grand chevalier rupturien pour la compétitivité libérale incarnée par le cheval cabré, c'est-à-dire le bloc républicain. Saura-t-il, le héros réformiste, maîtriser et tenir en laisse ses troupes aussi fidèles et zélées que le prince se fait fort de leur secrète faiblesse? Fort possible, car ne l'oublions pas, eh bien, à part quelques récalcitrants, compagnons ou boudeurs, compagnons PRD, UDBN, UND, d'ailleurs potentiels enfants prodiges, les politiciens béninois se gardent bien d'effaroucher un capitaine d'industrie qui les perfusait et qui, aujourd'hui président, a la redoutable opportunité d'obtenir sur le talon d'Achille la docilité de ses disciples obligés, sans mauvais jeu de mots. Bref, le premier test de grandeur nature de la solidité des blocs naissants, c'est le tout prochain rendez-vous législatif. On saura si Patrice Talon aura réussi avec l'UP, l'Union progressiste, à faire progresser sa majorité ou réussi à dompter le cheval républicain pour la même destination, le Parlement. C'est, comme je l'ai indiqué, le premier grand baromètre du succès de la réforme politique de Patrice Talon. On attend de voir. Merci beaucoup à vous, Ozias Sounouvou. Vous restez avec nous. Allez, on marque une courte pause, le temps d'installer le prochain plateau, bien sûr, pour le forum de discussion. C'est tout de suite. Sais-tu que près de 4 infections sur 10 surviennent chez les jeunes? Jeune, fais-toi dépister pour connaître ton statut VIH. C'est des enfants en situation difficile. Ce ne sont pas des enfants de rue, parce que la rue ne met pas au monde un enfant. C'est des enfants d'abord. Si c'est fatigant, je crois qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il y a un de mes garçons qui est en Côte d'Ivoire, qui a fini. Je l'ai sorti de la rue. On est venu, on a mangé dans la rue. Je l'ai amené ici. Il a fait tout son cursus scolaire. Il a appris un métier. Il a fini. Il a eu son diplôme. Il a travaillé. Il a totalisé une somme importante. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire où il veut vraiment découvrir du pays. Ce n'est pas une raison pour donner tout son âme dedans.
mission civilisatrice, la République française a asservi des peuples, imposé ses lois, exploité des richesses. C'est un phénomène historique que nous avons subi. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes lundi 10 décembre 2018. Nous parlons essentiellement éducation et technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui justement, en débat sur le forum, dans le forum de discussion, je dirais cet examen au niveau donc des enseignants décidé par le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Alors, question, devrait-on évaluer les enseignants du secondaire? Devrait-on évaluer les enseignants du secondaire? Répondez à cette question via nos divers canaux de communication. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Alors, le gouvernement, donc, dans sa logique de renforcer la performance du système éducatif, a mis en place une stratégie d'évaluation, stratégie dont l'objectif est d'identifier les maux du secteur, mots MAUX évidemment, du secteur, pour y apporter les solutions. L'un des moyens donc de cette stratégie est l'évaluation intellectuelle des enseignants. Après le secteur de la maternelle et du primaire, c'est le tour des enseignants honoraires du secondaire général d'être évalués. Alors cela crée déjà des remous au sein donc du monde éducatif. D'aucuns estiment qu'on ne devrait pas évaluer des adultes, et que les évaluations justement sont réservées pour les élèves, les apprenants en classe de 3e ou encore en classe de terminale. Alors nous allons pouvoir faire le débat, retourner la question dans tous les sens. Nous avons invité pour vous donc sur ce plateau le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire, technique, de la formation professionnelle, M. Jean-Benoît Alokman. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Juste à vos côtés, le professeur Julien Baguidi. Vous êtes enseignant à la faculté des lettres, arts et communication. C'est bien cela, de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Juste en face, pour faire le débat, Ozia Sounouvou, vous restez après la chronique. Merci de rester avec nous. Merci bien. Et puis, l'autre qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre, vous allez le voir, il s'installe d'ailleurs, Josué Mewemou. Bonjour, Josué. Vous allez bien? Première fois à ma gauche immédiate. Bonjour, Josué, et bienvenue. Allez, vous l'avez dit à l'entame, Ricardo, évaluer les enseignants, oui, mais comment? De quelle évaluation s'agit-il? L'évaluation est-elle formative? Qui sont les évaluateurs? Comment eux-mêmes ont-ils été évalués? Et quid, enfin, des brebis galeuses ou des brebis égarées, s'il y en existe? On va pouvoir le dire tout à l'heure. Monsieur le directeur de cabinet, merci vraiment d'être venu sur le plateau. Une évaluation, on commence par là, avant d'aborder les autres réformes. On sait que ça fait partie d'un package de réformes entamées, de réformes profondes, entamées par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Alors, dites-nous pourquoi cette idée d'évaluer les enseignants? Merci. Je dois commencer par vous dire du fond du cœur, merci pour ce que vous faites déjà au niveau de votre plateau pour aider le système. Vous recevez la crème pour nous parler des ouvrages. Je crois avoir entendu tout à l'heure ou vu très brièvement Jean Fandé, un grand acteur du système, avec l'un de vos collègues, Patrick Diossou, qu'on connaît pour ses relents poétiques dans les reportages, qui a fait une brève incursion dans le système et qui a renoué avec ses premiers amours, le journalisme. Merci infiniment. Bon, ben, une évaluation pour voir si le système se porte bien. D'abord, il faut commencer par dire que ce n'est pas un programme
du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, c'est un programme gouvernemental, c'est global. Vous savez, le sous-secteur n'a pas toujours fonctionné avec le métrage qu'il faut, avec les mesures indispensables. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment de crise extraordinaire des ressources humaines, les parents d'élèves, pour faire face à la situation, s'étaient vus obligés de faire appel aux compétences du coin, aux compétences du terroir, aux compétences du village. Et cela a pris une allure à telle enseigne que on a fini par donner naissance à une je dirais pas catégorie, mais une espèce de corps qu'on a appelé les communautaires. On n'a pas cherché à distinguer le bon grain de l'ivraie, et je vais donner un exemple qui continue de nous travailler. Et pendant qu'on voyait, qu'on examinait, n'est-ce pas, comment le système fonctionne, nous avons découvert dans une école que je vais taire du Koufou, un instituteur qui gardait une classe de C1, alors que lui-même n'avait que le niveau du CE2. C'est pas vrai. Ah oui. Bon, c'est la compétence du coin. D'accord. Et on a constaté que quand il commence des exercices et qu'il est bloqué, il est obligé d'attendre pour que ce soit le directeur de l'école qui vienne décanter la situation avant qu'il ne poursuive. C'est vous dire combien ces fissures faites dans le système ont tout fait de devenir un gouffre, et c'est pour arrêter la saignée que nous avons voulu faire cette évaluation. Même si le système avait régulièrement fonctionné comme la fonction publique l'indique, c'est-à-dire entrer dans la fonction publique par un concours bien organisé, à l'issue d'une formation bien reçue, les tests de la fonction publique indiquent que l'employeur a le devoir de constater, d'évaluer le niveau de celui qu'il emploie. Donc, nous ne sommes pas en déphasage par rapport à la loi. Et je viens de vous indiquer, en faisant une sorte d'excursion dans le passé, les raisons fondamentales pour lesquelles il faut arrêter la saignée, parce qu'on a constaté que dans le système éducatif, il y a des gens qui... Et l'autre phénomène, c'est le reversement de 2008, le reversement massif qui a mis dans le système des gens, bon, plus ou moins... Il y en a parmi eux qui sont très bien formés. Ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a qui il y en a, selon vos explications. Il y en a qui ont leur place partout ailleurs, sauf dans le système. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde sera évalué, c'est bien cela? Ou bien, est-ce qu'il y a une cible particulière dans l'enseignement secondaire général qui sera évaluée? Est-ce que c'est tous les enseignants de façon systématique? Oui, tout le monde sera évalué de façon systématique. Mais il y a pas... Anciens comme nouveaux, ceux qui sont à 2 ans de la retraite, ou bien ceux qui ont fait 10 ans déjà, etc. Comment ça va? Et même les vacataires? Surtout les vacataires. Surtout les vacataires. Bon, vous savez, parmi les vacataires, il y en a qui sont bien. D'ailleurs, nous avons commencé par appliquer des critères, et ils ne sont recrutés qu'après avoir rempli ces critères. Mais étant entendu que la demande est plus forte que l'offre, il arrive que comme un pis-aller, nous soyons obligés de recruter des gens pour enseigner des matières
qui ne sont pas forcément leur matière pointue de formation, et pour donner une initiation sous le contrôle du professeur. En principe, un professeur de français, pour ne donner que cet exemple, doit être quelqu'un qui a fait les lettres modernes. Oui. Il ne faut pas, après avoir fait les sciences juridiques, chercher à aller enseigner le français. Si tant il est vrai que vous avez des amours pour le français, il eût fallu vous inscrire, n'est-ce pas, en faculté de lettres. Ouais. Voyez-vous, je donne cet exemple juste pour éclairer. Pour illustrer. Alors, professeur Gbaguidi, quand on faisait le briefing avec vous, on sait tous les remous qu'il y a eu lorsque les enseignants de la maternelle et du primaire devraient se faire évaluer, tout ce que cela a suscité comme débat, inquiétude, etc. Pour vous, vous avez été formel, il faut se faire évaluer. Et qu'il ne faut même pas attendre que cela vienne de l'autorité. Vous avez appelé ça de l'auto-évaluation. Il faut commencer par là. C'est bien ce que vous disiez. Oui, merci Serge. Je voudrais dire que l'évaluation doit contribuer à la compétitivité. Et parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition, dans un monde où la science doit être très présente en matière de l'évolution du système éducatif et que les questions de pluridisciplinarité et d'interdisciplinarité nous obligent à chaque fois trouver de la nouveauté en sciences. Les enseignants devraient comprendre que ça participe de leur bien. Alors, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, en matière de didactique des langues et de didactique du français, il y a la nouvelle discipline linguistique qui nourrit fortement les lettres modernes dans toutes les universités européennes, ça se constate aujourd'hui, ce qui a même donné l'ouverture des sciences des lettres et des sciences du langage. Donc, en matière d'enseignement de langue et de façon plus précise d'enseignement du français, les profils recherchés, c'est bel et bien les lettres modernes et la linguistique. Et lorsque vous prenez des auteurs comme Dominique Mingueneau, qui sont spécialistes de linguistique textuelle ou d'analyse du discours, vous comprenez justement cette obligation que les langues soient enseignées par ceux-là qui, non seulement peuvent cumuler les questions de grammaire, mais également les questions de littérature. Et lorsqu'on recherche les deux profils qui vont vraiment dans ce sens, c'est bel et bien ceux qui ont fait les lettres modernes et la linguistique, mais dans une perspective justement d'interdisciplinarité, on parle aujourd'hui de sciences du langage. Donc, les sciences du langage, pour des universités pointues en Europe, regroupent aussi bien les études en lettres modernes que les études en linguistique. Fermant cette parenthèse, je voudrais tout simplement dire que l'évaluation aujourd'hui est heureuse parce que c'est une forme d'école du CAMES. Parce que les enseignants du supérieur sont régulièrement évalués. Régulièrement. Et cela permet une certaine stratification. Parce que les responsabilités ne sont plus les mêmes. Lorsque vous demeurez assistant, vous n'allez jamais pouvoir encadrer, par exemple, des étudiants ni en licence, ni en master. De raison de plus, on ne peut pas vous confier un doctorant pour un encadrement. Mais lorsque vous passez le grade de maître assistant, on peut vous autoriser à co-diriger des mémoires de master. Mais de façon systématique, vous pouvez encadrer des licences. D'accord. Mais lorsque vous passez maître de conférence ou maître de conférence agrégé ou professeur titulaire, vous êtes admis pour encadrer des futurs docteurs. Donc la stratification est claire. Lorsque cette évaluation va s'opérer dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire,
on connaîtra à qui remettre les responsabilités les plus lourdes. On ne pourra plus remettre la classe de CM2 à n'importe qui. On ne pourra plus remettre la classe de 3e à n'importe qui. On ne pourra plus remettre la classe de terminale à n'importe qui. Alors, l'auto-évaluation, sinon même l'évaluation, participe à quoi? Ça participe justement au décryptage des valeurs. Lorsque vous voyez le mot évaluer, il y a valeur dans évaluer. Mais le décryptage des valeurs sous-entend aussi le diagnostic des faiblesses. Donc, lorsqu'ils seront évalués, naturellement, on pourra mieux orienter les animations pédagogiques. Les conseillers pédagogiques seront plus attentifs justement aux faiblesses et mettre l'accent sur ce qui n'est pas pédagogiquement maîtrisé. Et puis, on pourrait également produire les ouvrages didactiques en conséquence pour des questions de remise à niveau. Donc, moi, je pense que pour un système éducatif sérieux, l'évaluation et l'auto-évaluation sont indispensables. D'accord. Est-ce que, avant de revenir à vous, hein, on demande au DC très rapidement, vu que vous avez parlé de diagnostic de valeurs et surtout des faiblesses, est-ce que ça va se passer comme ça? Qu'est-ce que vous recherchez à travers l'évaluation aujourd'hui des enseignants? Bon, ben, de mon observatoire, j'ai pu affirmer que cette évaluation vient pour réparer également une injustice parce que parmi ces enseignants, il y en a qui, depuis 10 ans, sont sur le carreau, sur le même grade. Ils n'ont pas évolué. Donc, il faudrait que ce système de valeurs que représente l'évaluation que nous voulons faire, n'est-ce pas, puisse permettre cette stratification pour distinguer le bon grain de livret. Que ceux qui ont le mérite, mais qu'on a maintenu sans évolution, qu'ils connaissent enfin cette évolution. Et j'ai aussi constaté que parmi les enseignants, ils sont les tout premiers à demander la formation. Donc, ils ne peuvent pas demander souvent la formation, mettez-nous en formation, et craindre une évaluation. Cette évaluation permet, n'est-ce pas, de savoir où est le mal pour lui apporter l'antidote. La thérapie nécessaire. Voilà. Le reproche qui vous est fait, directeur de cabinet, monsieur le directeur de cabinet, c'est que vous n'avez pas suffisamment sensibilisé, préparé les enseignants à cela. Vous y êtes allé avec fermeté et justement, ces derniers pensent qu'au thème de l'évaluation, ils pourraient, si les notes n'étaient pas bonnes, pourraient justement sortir du système éducatif. Bon, il faudrait qu'on les rassure, mais nous avons travaillé en parfaite intelligence avec les syndicalistes, surtout à travers le conseil sectoriel pour le dialogue social. Nous avons eu des séances de travail avec les représentants de tous les vacataires, et je crois que ce qui se dit dans l'opinion publique n'est pas forcément ce que nous avons vu dans ce dialogue franc avec nos partenaires sociaux qui sont d'accord pour l'évaluation. Et il faut rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas d'une évaluation corsée punitive pour les effaroucher. On va les évaluer sur ce qu'ils ont l'habitude sur les intrants qu'ils utilisent eux-mêmes pour évaluer les enfants. Donc, on va leur donner des tests du même niveau que le niveau de leurs apprenants. Le niveau de leurs apprenants. C'est juste un contrôle. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin, on va mettre à la porte ceux qui... Non. S'il y en a qui montrent des faiblesses, qui créent des problèmes au secteur, il faudrait qu'il y ait une prise en charge spécifique pour corriger ce qui doit l'être. D'accord. Voilà. Josué, à entendre le directeur de cabinet, les craintes sont injustifiées peut-être du côté de quelques enseignants qui grognent un peu quand même.
Je remercie d'abord le directeur de cabinet pour ces explications qu'il nous donne ce matin, mais je pense que la faute revient peut-être, je le dis comme ça, au ministère, parce qu'on a, et ça même au sein de l'opinion, on a eu à un moment donné l'impression que en fait, c'est une sorte de réplique à certaines revendications des enseignants, enfin, que cette évaluation-là est venue comme une sorte de réplique à certaines revendications, à certaines réactions de certains enseignants par rapport à certaines situations. Et je voudrais demander pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'évaluation est en train d'être instituée? Parce que c'est la question que je me pose. Est-ce que de la manière dont fonctionne le système, il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas un mécanisme qui prévoit peut-être que de manière périodique, il faut pouvoir évaluer des enseignants? Parce que j'imagine que dans ce que vous voulez évaluer aujourd'hui, il y a peut-être des enseignants qui peut-être depuis 10 ans, depuis 15 ans n'ont jamais été évalués, donc on ne sait même pas ce qu'ils produisent comme rendement dans le système. Et je me pose aussi la question de savoir, alors quel est finalement l'élément ou les instruments sur la base desquels vous jaugez le niveau des enseignants? Parce que le professeur le disait tout à l'heure, il ne faut pas confier peut-être par exemple une classe de terminale ou une classe de troisième à n'importe qui. Quels sont les ingrédients, quels sont les éléments sur la base desquels on confie par exemple telle classe à tel enseignant ou pas à tel autre? Je me demande en réalité comment est-ce que le système a fonctionné juste là pour qu'aujourd'hui on en soit à autant de dysfonctionnement. Je ne le dis pas pour vous jeter la pierre, mais je le dis pour m'interroger parce que effectivement, et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau et depuis des mois, il y a des enseignants qui sincèrement, vous l'avez dit tout à l'heure, ont peut-être leur place partout ailleurs sauf dans le système éducatif. D'accord. Et je m'étonne même de constater que vous voulez évaluer des enseignants sur le même niveau que les apprenants. C'est quand même étonnant. Moi, je pense que c'est déjà bien l'initiative de dire qu'il faut évaluer les enseignants. Et je pense qu'il faut également trouver la manière de le leur expliquer, de faire comprendre en réalité aussi bien aux enseignants qu'à l'opinion publique que ce n'est pas un concours pour les enseignants. Ce n'est pas un concours pour dégager les meilleurs et mettre tous ceux qui ne sont pas bons en dehors du système. Même si, vous m'excusez, moi je pense que si quelqu'un n'a pas sa place dans le système éducatif, il faut le sortir. Il ne faut pas le maintenir parce qu'on ne peut pas le sortir. Non, si vous faites l'évaluation, je voudrais qu'on y aille avec toute la sincérité, toute la rigueur qu'il faut et que dans le même temps, on puisse dégager ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'on puisse les dégager parce que nous parlons ici d'éducation, nous parlons d'enseignants et nous parlons d'enseignement. Et les apprenants qui sortent de l'école béninoise iront compétir peut-être avec les apprenants japonais, les apprenants français, les apprenants allemands ou même les apprenants togolais, les apprenants burkinabés qui peut-être n'ont pas autant de difficultés ou pourtant n'ont pas autant de ratés dans le système éducatif de leur pays. Donc il faut pouvoir faire en sorte que ce que notre école forme soit en mesure de rivaliser avec ceux qui ont le même niveau et qui sont sortis des écoles de la sous-région ou des autres pays. Pour moi, c'est ça le plus important. Il ne faut pas craindre les réactions, il ne faut pas craindre que les enseignants se fâchent, il ne faut pas craindre que les enseignants menacent d'aller en grève parce qu'on veut les évaluer ou parce que l'évaluation va révéler un certain nombre de choses. Je pense que ça va être une erreur de penser de cette manière. Je ne sais pas si le directeur de cabinet a réagi avant qu'on passe à Ozias ou bien... Non. Pourquoi maintenant? Voilà. Je réponds simplement, il faut quand même que ça commence un jour. D'accord. Donc, vous répondez, pourquoi pas maintenant? C'est plus simple. Ozias, à propos de tout ceci, est-ce que les craintes, elles sont justifiées? On se demande la grosse question. Et puis, il a évoqué, quid enfin des brebis égarées? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les sort ou bien on essaye de rehausser leur niveau afin de les employer beaucoup plus judicieusement? Ma position, c'est qu'il ne faut pas créer une injustice sociale parce que la décharge de ce grand contingent que, peut-être de manière un peu trop sévère par moment, j'ai eu à appeler, peut-être en étant un peu sévère, des aveugles pédagogiques ou, au mieux, des brognes pédagogiques. Il faut considérer que c'est des gens qui ont été appelés au secours d'un système éducatif qui traversait une crise profonde, où des apprenants étaient abandonnés. Voilà. Il fallait répondre à l'urgence pédagogique où il y avait des classes vides d'enseignants. Et la féliciter également, le sursaut des communautés qui n'ont pas voulu attendre que l'État joue son rôle régalien. C'est heureux aujourd'hui, il faut, c'est vrai, commencer un jour que l'État se saisisse de cette responsabilité régalienne. D'ailleurs, comme l'a indiqué le directeur de cabinet, attendu, souhaité et demandé par les enseignants, y compris des fois, c'est vrai, pas toujours de manière très forte, au même pied que les revendications corporatistes.
revendiqué de la part de les syndicats. Donc il faut faire très attention à ce que et je suis heureux que le directeur de cabinet tout de suite ait pris les précautions pédagogiques, et c'est ce qu'il aurait fallu pour cette communication, même d'annonce de cette mesure, même si elle était souhaitée, pour expliquer la démarche, l'intention et la méthode, pour qu'il ne soit pas ressenti par ces apprenants qui l'attendaient d'ailleurs cette évaluation, pour se juger en vérité. Juger leur propre, vous avez dit évaluer, c'est prendre la mesure de sa valeur, de la valeur. Quelle est la valeur de leurs compétences pédagogiques aujourd'hui? Autant pour l'État, l'évaluer et savoir et apporter donc la réponse corrective en termes de formation continue, ce qui ne devrait même jamais cesser en fait, et qui devrait être beaucoup plus, excusez-moi, sérieux. Je ne vous formule pas la critique parce que cela ne date pas du mandat de l'actuel gouvernement. Il y a eu des simulacres de formation continue, mais qui n'en étaient pas de vrais. Donc, il faut faire très attention, il faut les rassurer et leur expliquer que ce n'est pas une évaluation épurative ni punitive, mais plutôt qui devait être accompagnée d'une sanction positive, motivationnelle, c'est-à-dire que l'enseignant a l'occasion de prendre la mesure de ce qu'il vaut et des efforts qu'il a à fournir pour être à la hauteur, voilà, de ce qu'on attend de lui. Deuxièmement, il faut pouvoir, pourquoi pas évaluer, récompenser les meilleurs, créer un système de motivationnel, récompenser les meilleurs, avant d'aller vers la grande motivation, je vais dire légitime, d'amélioration des conditions salariales. Parce que je me rappelle, quand je l'avais dit une fois, ça a fait sursauter elle est aussi Serge, là, et ça, il a failli s'arracher des cheveux sur un crâne volontairement dégarni. C'est dire sa réaction. Mais en vérité, une étude de la fonction publique, avait établi par rapport, indexé à l'évolution du niveau au cours de la vie, avait établi que les niveaux de salaire des fonctionnaires étaient totalement en déphasage avec le coût de la vie. Donc, en attendant, c'est beaucoup de moyens. Voilà, la réévaluation. Ça serait quand même déjà amélioré. Oui, j'ai compris le quand même. C'est pour ça que j'ai évoqué le sursaut. Mais le quand même n'est pas à la hauteur du décalage entre le coût de la vie, d'accord, et puis au-delà même de l'évaluation des conditions salariales pour leur donner les moyens. Vous savez, les enseignants, c'est pas seulement le temps qu'on leur demande, qu'ils consacrent à l'école qui leur est payé en termes de salaire. Mais c'est chez eux, en dehors du temps extrascolaire, mais ils se défoncent en principe à préparer les. Donc, on ne leur paye pas tout le volume horaire qu'ils consacrent réellement. Donc, c'est un sacerdoce, il faut en tenir compte. Et au-delà de ça, trouver, même dans leurs conditions matérielles d'exercice de l'œuvre, il y en a qui n'ont pas véritablement les guides, pédagogiques, qui devaient être, suffisamment bien outillés, bien formulés pour leur proposer des canevas d'enseignement. Et là, ça appelle à la formation des formateurs, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. Donc, c'est tout un chantier. C'est heureux que vous l'ayez commencé et c'est heureux de les rassurer. Oui. Alors, une prochaine question, c'est de savoir qui sont les évaluateurs. Qui va évaluer ces enseignants-là? Ils seront de deux sortes. Les évaluateurs traditionnels, c'est-à-dire les inspecteurs, et puis les professeurs d'université. Ils ont été évalués, eux? Comment? Ils ont été évalués? Alors, ils ont été évalués pour évaluer. D'accord. Eux, ils ont été évalués pour faire l'évaluation qu'ils doivent faire. Voilà. Les inspecteurs ont reçu une formation. On ne devient pas inspecteur parce qu'on l'a voulu, mais c'est parce qu'on le mérite. Donc, ils ont d'abord passé un test, ils ont été formés, évalués pour être identifiés comme étant capables vraiment d'être les généraux de l'enseignement secondaire. J'en profite pour dire que, en fait, on peut évaluer en commençant par le niveau des apprenants. C'est même ce qui est souhaité. Il faut que l'évaluation soit graduelle. Et je crois que ce ne sera pas la première ni la dernière évaluation. Donc je crois que... Pourquoi il faut qu'on comprenne la pédagogie? Oui. L'évaluation, ça a choqué Josué, je comprends. Oui, ça a choqué justement, et c'est pourquoi j'ai rebondi. Je rebondis. Oui. Je ne sais pas, c'est sous votre contrôle. Oui, tout à fait. Quand on n'évalue pas ce que l'enseignant enseigne à l'apprenant, on ne lui donnera jamais l'occasion de déceler les faiblesses et d'être sûr, assuré qu'il maîtrise ce qu'il enseigne. Tout à fait. Donc c'est dans cette philosophie. Il faut commencer par
par ce qu'on apprend aux apprenants. Donc si l'enseignant a de la matière, normalement il ne devrait pas être choqué ou dépassé par une épreuve que lui-même administre